Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 ce mardi 17 août. À la une de l'actualité, la ligne du futur métro d'Abidjan se précise. Le Premier ministre Patrick Achi a conduit une délégation ministérielle pour un parcours du trajet de cet ouvrage très attendu. Avant le démarrage effectif des travaux, il est question de voir de plus près l'étendue du chantier qui aura à terme un impact sur la mobilité à Abidjan et alentours. Le virus de la grippe aviaire sévit une fois encore. Dans la zone de Mondoukou à Grand-Bassam, des milliers de têtes abattues dans le cadre de la lutte contre la maladie ont été enfouies dans une fosse de 12 mètres. L'abattage des volailles a démarré hier lundi. Et pour lutter contre le virus Ebola qui est lui aussi de retour en Côte d'Ivoire, une campagne de vaccination est en cours. Après le premier cas déclaré, 200 personnes contacts ont déjà été vaccinées. 5000 doses de vaccins contre Ebola en provenance de Conakry ont été reçues par les autorités sanitaires ivoiriennes. Cannes 2022, le tirage au sort a bien eu lieu ce mardi à Yaoundé au Cameroun. Les éléphants footballeurs connaissent leurs adversaires. Il s'agit de l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Bonsoir à tous. La ligne du futur métro d'Abidjan a été parcourue ce mardi par le Premier ministre Patrick Achi. Il est allé voir de près l'étendue du chantier une dernière fois avant le démarrage effectif des travaux. Alexis Ouedraogo. Des passagers spéciaux ce mardi à la nouvelle gare d'Anyama. Le Premier ministre Patrick Achi, à ses côtés les ministres de la Communication, de la Construction et du Transport. Un peu plus d'1 heure de travail sur les rails pour prendre la pleine mesure du chantier du métro d'Abidjan qui entre dans sa phase active. Sur l'instruction de M. le Premier ministre, on est en train de mener des réflexions avec le ministre de la Construction et les autres ministres concernés pour qu'il y ait une dimension beaucoup plus sociale en matière d'urbanisme pour développer autour du métro de nouvelles villes. De nouvelles villes qui pourraient bien prendre en compte une problématique actuelle, celle du décongestionnement du Grand Abidjan. Aujourd'hui, les possibilités que nous avons d'extension de la ville d'Abidjan, c'est Benjerville, c'est Songon, c'est Anyama et c'est Bassam. Donc c'est la périphérie de la ville d'Abidjan. Et à l'intérieur de la ville d'Abidjan, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de possibilités. Alors que là, nous nous rendons compte qu'avec ce projet, nous pouvons tout à fait dégager du potentiel de construction dans la ville d'Abidjan. Donc c'est dans l'intérêt des populations qui seront plus proches, qui vont pouvoir se déplacer plus facilement. Long de 37 km, le métro d'Abidjan, au-delà de l'impact sur la fluidité routière, devrait booster l'économie des communes-gares et leurs premiers magistrats en ont pleinement conscience. Je pense que l'impact sera très important pour la population d'Anyama. Le projet du métro va nous apporter d'abord le développement. Parce que ça va créer des emplois. Ça va nous permettre aussi de moderniser un tant soit peu notre commune en termes de logement, en termes de structures commerciales, puisque Adjamé est une commune de commerce. Avec le démarrage imminent des travaux suite aux phases d'identification du tracé et des gares, l'heure est à la libération des emprises. Nous sommes venus avec bien sûr les ministres concernés, le ministre du Transport, le ministre de la Construction, mais également avec les maires qui ont sensibilisé les populations pour que les choses se fassent de la manière la plus humaine possible. Mais également regarder à travers ce projet avec le ministre de la Construction et de l'Urbanisme le côté aménagement urbain, réaménager avec des logements sociaux, avec des logements à loyer modéré, en phase et en adéquation avec la qualité et les standards du métro qui vont être mis à disposition. Pour le chef du gouvernement, ce projet va transformer la capitale économique ivoirienne. Beaucoup de populations, vous allez vous rendre compte qui aujourd'hui privilégient d'autres quartiers, vont s'orienter vers Anyama, Abobo, parce que naturellement, avec ce métro, ils sont à pratiquement 10-15 minutes et d'Adjamé, et du plateau, et de Port-Boué. Donc c'est un projet majeur et il était important qu'avec les ministres, on fasse une dernière visite avant que les acteurs opérationnels sur le terrain véritablement se mettent à l'œuvre.
Donc aujourd'hui, on est extrêmement satisfait. Ce n'est pas uniquement un métro qu'on construit, mais c'est véritablement la ville qu'on transforme. Ça va être l'un des projets phares, je crois, au cours des 5 prochaines années parmi les réalisations du président de la République. Le trafic du métro est prévu dès le démarrage à 500 000 passagers par jour, transportés par environ 20 rames qui circuleront toutes les 5 à 10 minutes en heure de pointe. Le tronçon de 37 km lui reliera Ayama à Port-Boué en 50 minutes. Dans l'actualité sanitaire, la lutte contre la grippe aviaire en Côte d'Ivoire, l'abattage de volailles touchées par le virus a débuté hier lundi. L'enfouissement de ces milliers de poulets abattus s'est poursuivi ce mardi dans la zone de Mondoukou à Grand-Bassam. Sont prévues à cet effet 5 fosses de 12 mètres de longueur et 3 mètres de largeur pour accueillir les poulets abattus sur le foyer de présence du virus et sur les sites environnants dans un rayon de 3 km. Les investigations sont toujours en cours. La zone est quand même entourée par des plans d'eau où beaucoup d'oiseaux migrateurs se reposent. Donc voilà une source possible. Mais la deuxième source aussi possible, c'est le commerce. C'est le commerce. Vous êtes sans ignorer que nos voisins ont fait la maladie, notamment le Ghana, qui a fait la maladie il y a plus de 2 semaines. Et il y a le Mali, 1 semaine avant, qui avait fait aussi la maladie. Donc on a 2 pays limitrophes qui ont été atteints par le virus. Donc, les échanges commerciaux aussi peuvent être à l'origine. Toutes les procédures de police sanitaire qui permettent d'éteindre le foyer sont en cours. Et tout se passe bien avec la bonne implication aussi des éleveurs, de la notabilité locale, mais aussi de l'administration locale, notamment la préfecture, la mairie, la gendarmerie et même de la direction de la santé. C'est une gestion multisectorielle qui est en cours aujourd'hui pour pouvoir éteindre le foyer. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire est aussi au front contre le virus Ebola. La vaccination est en cours sur 3 centres. Le ministre de la Santé s'y est rendu afin de s'assurer de l'effectivité de l'opération pour les cas contacts de la patiente déclarée. Salima Toudia. Au quartier Alakro, dans la commune de Cocody, les habitants ont appris la nouvelle du premier cas confirmé d'Ebola en territoire ivoirien. La patiente en question est une habitante du quartier. J'ai donné l'ordre à mes jeunes d'annoncer la maladie à la population d'Alakro de venir faire vacciner. Donc c'est ce qui a été fait ce matin. Il y en a qui sont sortis, qui sont allés au travail, mais d'ici le soir, ils seront là encore pour se faire vacciner. La solidarité demeure. Les populations ont été rassurées de l'état de santé de la patiente qui est à ce jour stable. Pierre Dimba, sur le terrain, est venu constater de visu la séance de vaccination des cas contacts. Oui, mais c'est ici qu'a atterri la patiente. Dès qu'elle est arrivée à 20h à la gare d'Agamé, son conjoint étant ici, donc c'est ici qu'elle a séjourné, c'est d'ici qu'elle est allée à l'hôpital. Donc toutes ces personnes qui l'ont côtoyée doivent faire l'objet d'observation. Mais c'est pour ça que nous les vaccinons pour les protéger. L'objectif est de rompre la chaîne de contamination pour éviter que cette maladie se propage. La barre des cas contacts vaccinés continue d'augmenter. Ah oui, aujourd'hui on va franchir la barre de 500 personnes vaccinées. Ici on vaccine au CHU, on vaccine à Treichville. Mais il y a d'autres quartiers d'Abidjan où d'autres passagers sont allés et donc les vaccinations se poursuivent dans ces cas. Le ministre a également visité les services d'urgence du CHU de Cocody, puis la clinique de Marcory, où le personnel soignant contact a été rassuré quant à la prise en charge par le gouvernement. Et à ce jour, 200 personnes contacts ont été vaccinées. L'état de santé du premier cas déclaré est satisfaisant. Le pays a reçu au total 5000 doses de vaccins. Salima Toudia. C'est une course contre la montre pour les autorités sanitaires ivoiriennes. Sur les 5000 doses de vaccins Ebola reçues, 2000 doses de vaccins Merck doivent être administrées le plus tôt possible au cas contact de la patiente déclarée. Nous avons déjà vacciné pratiquement 200 personnes. Parmi les cibles de cette vaccination, il y a tout le personnel qui a été exposé à la patiente. Il y a la famille et aussi le personnel soignant, même pas exposé immédiatement, mais ceux qui la soignent et aussi tous ceux qui sont au poste frontière à Ouaninou. Et on n'arrêtera pas de vacciner, on vaccinera cette nuit, on continuera à vacciner demain matin. Donc on va couvrir largement cette vaccination.
elle va se faire par étapes. Et on espère pouvoir, d'ici mercredi, vacciner toutes les 2000 personnes qu'on considère comme exposées de la communauté et aussi les personnes du système sanitaire et de la sécurité. Le suivi des cas contacts se poursuit. Nous avons, grâce à la collaboration avec la compagnie de transport, pu identifier la majorité des passagers et aussi en discutant avec les convoyeurs. Avec l'Institut national d'hygiène publique et les partenaires, nous et le ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de retrouver tous ces passagers qui ont été en contact avec la patiente qui est venue et nous pouvons vous dire que ce suivi des contacts est en train de se faire de manière optimale. Là-dessus, on peut vous rassurer, on va pratiquement tous les retrouver. Le comité de veille sanitaire rassure, l'état de santé du premier cas d'Ebola est stable à ce jour. On a une amélioration de son état de santé, ce qui nous a permis de discuter avec la patiente et de retracer son parcours. Et nous avons, grâce à la collaboration avec les partenaires techniques et la République de Guinée, reçu des médicaments spécifiques au traitement de la maladie à virus Ebola, qui n'ont pas été administrés à la patiente. Mais si éventuellement il y a d'autres cas, on pourra les prendre en charge avec. Les communautés sont sensibilisées au respect des mesures, notamment la fermeture des frontières terrestres. Ce n'est pas que le car est parti de la Guinée pour traverser la frontière et venir en Côte d'Ivoire, non. Les gens viennent clandestinement, c'est comme les gens qui prennent des embarcations et qui rentrent dans les frontières, au niveau des frontières européennes. Donc ils arrivent à la frontière, ils traversent par des chemins détournés et ils reconstituent leur trafic après, une fois qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et donc ayant eu ce cas, nous allons renforcer la surveillance épidémiologique par des méthodes aujourd'hui, comme il a dit, des méthodes modernes. On a la possibilité donc de contrôler ces personnes. Mais mieux, nous allons donc sensibiliser nos communautés pour que les comités de veille sanitaire s'impliquent pour que nous n'ayons pas ce cas. Nous voulons vraiment dire que tous ceux qui voudraient donc s'aventurer à franchir la frontière dans ces mêmes conditions doivent être découragés. Pas inquiet, mais prudent, le gouvernement dans sa démarche invite les populations à faire confiance au système sanitaire. On reste dans le domaine sanitaire pour faire le point de cet autre virus qui fait des victimes en Côte d'Ivoire et dans le monde. « 160 cas de Covid-19 détectés ce 17 août en Côte d'Ivoire sur 2847 échantillons prélevés, 184 personnes déclarées guéries et 2 décès. Un total de 1 237 846 doses de vaccins ont été administrées. La vaccination reste gratuite et volontaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a procédé au lancement du projet pilote de la certification à la norme ISO 37101, un instrument qui exige un système de management pour le développement durable des collectivités territoriales. La phase pilote de ce projet, soutenue par l'Agence des Nations Unies pour le développement USAID, concerne 2 communes du district d'Abidjan, Yopougon et Port-Boué. Dans quel cadre juridique et réglementaire évoluent les secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire? Une quarantaine de journalistes a pris part à une session de formation sur la question. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme entend mieux outiller ces hommes et femmes de médias sur ces questions aujourd'hui particulièrement importantes dans le pays. Cheikh Koné. Réforme législative et réglementaire pour un meilleur encadrement des secteurs de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat. C'est le principal thème qui a sanctionné cette journée intense de formation et d'information. À tour de rôle, les directions du domaine urbain, de la simplification et de la sécurisation des actes, ainsi que celles des affaires juridiques et du contentieux, ont expliqué à la presse les réformes entreprises par le ministère. Un atelier assez instructif, comme je l'ai dit tantôt, on a appris beaucoup de choses. D'abord pour nous journalistes, ça nous permet justement de mieux appréhender la question justement des conflits fonciers qu'on est amené à gérer justement dans le cadre de l'exercice de notre métier. Dans le cadre de la formation, on s'est rendu compte que pour la construction d'un immeuble, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, il se trouve que certains promoteurs usent de certaines astuces pour contourner la loi. Une formation qui tombe à point nommé. Selon le ministre Bruno Nabagno-Koné, elle permettra de lutter contre la désinformation.
La principale cause de la désinformation, c'est quoi? Bien souvent, malheureusement, c'est la méconnaissance. C'est l'ignorance, la méconnaissance des règles, des principes. Et dans tous les secteurs d'activité, cela existe. Et dans le nôtre, cela est aggravé, j'insiste bien sur le terme aggravé, par la méconnaissance des règles et par la technicité des sujets qui sont traités. Le ministre de la Construction a par ailleurs appelé les performances réalisées à la tête de son ministère depuis sa nomination. Il a égrené plusieurs projets dont le bail à usage d'habitation ainsi que l'accroissement des ACD signés. En 2020, nous avons signé au niveau ministériel plus de 17 000 ACD, là où la moyenne était de 5 500 ACD au cours des 5 années précédentes, c'est-à-dire depuis la réforme de l'ACD. Je vous invite à faire en sorte que nos populations aient désormais recours, ou systématiquement recours à ce contrat de bail type élaboré et mis sur le marché par le ministère. C'est un document qui est authentique, c'est un document qui est sécurisé. Nous avons voulu faire un prix forfaitaire qui est le même sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce prix, c'est 5 000 francs. Cette session de formation a enregistré la participation d'une quarantaine de journalistes. Elle entre dans le cadre d'une vaste campagne de communication auprès des populations. Le village d'Anyama à Djamé dispose désormais d'un foyer polyvalent. En outre, d'importants travaux y ont été engagés pour l'adduction en eau potable, l'électrification et la voirie. Les ressortissants et habitants du village s'en félicitent et traduisent toute leur reconnaissance à l'État ivoirien. Laure Goretti et Moussa Konaté. Après le bitumage des voies, l'extension de l'électrification et l'adduction en eau potable, le village d'Anyama à Djamé a désormais un foyer polyvalent. La construction de l'édifice a coûté environ 200 millions de francs CFA et est inaugurée par le gouverneur du district autonome d'Abidjan. C'est tout le village qui s'en réjouit à travers une journée d'hommage. Le chef Ténon Aboudou exprime sa gratitude pour ses actions de développement. C'est tout naturel. Quelqu'un qui fait quelque chose pour vous, si vous ne lui dites pas merci, c'est grave. Donc quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, il faut toujours trouver l'occasion de lui dire merci. Voilà pourquoi nous avons organisé cette cérémonie pour dire non seulement merci à nos populations qui nous soutiennent, mais merci au ministre-gouverneur et merci au président de la République. Cette journée hommage dédiée au chef de l'État est un encouragement à continuer, selon le ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Robert Begré-Mambé affirme que le président de la République sera toujours à leur côté pour booster le développement d'Anyama à Djamé. Pour cette belle initiative qu'ils ont prise d'inaugurer les réalisations qui ont été faites aussi bien par les chefs de l'État pour le compte du village que par le village lui-même à partir de ses fonds propres pour son propre compte. C'est un engagement citoyen qu'ils ont ainsi manifesté et je voudrais que ça serve d'exemple à beaucoup d'autres villages. Le chef de l'État fera le maximum pour aider tous les villages dans le district autonome d'Abidjan. Les villageois eux-mêmes peuvent prendre des initiatives et l'intervention de l'État renforce la qualité des infrastructures et des équipements. Par la solidarité des cadres des villages, d'autres actions ont aussi été menées, telles que la construction d'une maternité. Cette journée d'hommage a été aussi l'occasion de vanter les valeurs culturelles du peuple Nian à travers un festival dénommé Festignan. Les communautés Sénoufo et Baoulé de la région d'Unzi célèbrent, elles, la cohésion et le vivre ensemble. À cette occasion, le nouveau chef Sénoufo de la région a été installé. C'est un cadre de promotion de l'harmonie entre communautés ethniques. Jean-Marc Djadji. Des pas du Kapadjan, danse emblématique de la culture Sénoufo, exécutée à Dimbokro. Une chorégraphie pour célébrer la cohésion entre les autochtones Baoulé et ses allogènes Sénoufo. Comme symbole de leur union, Moussa Soro, nouveau chef Sénoufo de la région d'Unzi, est installé en présence des chefs coutumiers Baoulé et Agba. En provenance des départements de Bokanda et de Kwasi-Kwassikro, ils ont tenu à communier avec leurs voisins. À Dimbokro, c'est ce qui fait notre force. Les événements malheureux qui se passent dans le pays, Dimbokro a toujours été épargné grâce à cette cohésion, à cette symbiose au vivre ensemble que nous traitons. Les populations autochtones Baoulé nous ont toujours considérés comme des leurs.
Après un hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour son soutien à la communauté Sénoufo de Dimbokro, les cadres et élus locaux se sont engagés à pérenniser cet exemple de vivre ensemble. Vous avez suivi les messages et les discours qui ont été prononcés notamment par le chef, le porte-parole de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Et vous l'avez vu également danser au rythme du balafon. Tout ça traduit en fait la symbiose, l'harmonie et la cohésion qui existe entre les différentes populations dans la région d'Unzi. Ma joie est d'autant plus grande de constater que même avant que nous ne venions, ces deux peuples que l'histoire relie, les Baoulés et les Sénoufo, vivent en parfaite symbiose. Et cet exemple devrait servir tout le reste de la communauté, des communautés en Côte d'Ivoire. La région d'Unzi enregistre au total plus de 200 000 habitants, soit 30% d'halogènes. En politique, les différentes localités de la région de la Maraoué, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ont été parcourues par une mission du RHDP. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix entend y remobiliser ses militants. Jean-Marc Djadji. Foyer polyvalent, Charles Kofi Dibi de Boisflé. L'heure est à la restitution des résultats des travaux du RHDP dans la région de la Maraoué. Des travaux portant sur l'implantation et l'organisation du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans cette région. Mais à la vue des militants du RHDP, sortis nombreux, Arlette Badou-Nguessan, émissaire du parti à Boisflé, a pu constater par elle-même la vitalité du RHDP dans la Maraoué. Nous avons vu des militants engagés qui sont toujours motivés, qui sont toujours mobilisés pour la cause du RHDP. Je voudrais vraiment rassurer la haute direction du parti que le RHDP se porte bien au niveau de la Maraoué. Galvanisés par les mots d'encouragement de la ministre Arlette Badou, les militants de Boisflé, par la voix de leurs élus, ont promis de redoubler d'ardeur pour le rayonnement du RHDP dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'est une très belle rencontre. Nous sommes très satisfaits de l'arrivée de Madame le ministre. Et nous avons travaillé durant quelques jours au compte du parti. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, Madame le ministre nous a dit qu'elle est très satisfaite du travail abattu. Nous sommes sur le terrain. Ado a déjà pris la Maraoué. La même ferveur a été observée dans les départements de Bonan et des Zouenoula, deux autres étapes de cette tournée de mobilisation de la ministre Arlette Badou dans la région de la Maraoué. Même objectif pour le RHDP dans la région du Boclé. Une délégation de cadres du parti a été envoyée. Le bilan des 48 heures sur place avec Mahama Traoré. C'est le député Famoussa Coulibaly qui a conduit la mission du RHDP dans la région du Boclé. Durant 48 heures, les émissaires de la direction exécutive ont sillonné les départements de Fresco et de Sassandra pour échanger avec les responsables locaux, les délégués communaux et sous-préfectoraux. L'état de fonctionnement des instances locales est passé en revue. Objectif, réorganiser les bases pour une meilleure implantation du RHDP dans le Boclé en vue des futures batailles électorales. Aujourd'hui, le président dit du laisser l'héritage à la Côte d'Ivoire. L'héritage préservé, d'abord un héritage. C'est-à-dire ce que le président Houphouët-Boigny a laissé. Cette Côte d'Ivoire où tout le monde se retrouvait. Et ça, nous, on devrait donner cet exemple-là. On n'est pas confiné quelque part. Ce n'est pas un parti des ressortissants du Nord, de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Mais c'est un parti qui regroupe toute la Côte d'Ivoire. Vous devez être fiers de cela. Et aujourd'hui, chacun doit prendre sa place dans la vie du parti. Famoussa Coulibaly n'a pas manqué de souligner que chacun des 150 comités de base que compte la région du Boclé doit tenir 2 réunions par mois, ce afin de maintenir la dynamique de mobilisation des militants. La paroisse Saint-Marc de Yopougon-Trois-Rouges a célébré une messe en l'honneur des enfants du mouvement chrétien catholique Cœur Vaillant, âme sensible. 114 enfants de 4 à 14 ans ont fait leur entrée solennelle dans ce mouvement. Didier Nguessan. Une messe à l'honneur des membres du mouvement CVAV, Cœur Vaillant, âme vaillante de la paroisse Saint-Marc de Yopougon-Trois-Rouges. Ces enfants, issus de 3 groupes, les Benjamins au nombre de 25, les cadets 32 et les aînés 40. Au total, 114 enfants sont investis de la mission d'amener les autres enfants de la communauté à suivre le Christ et à le servir. Ils ont reçu tous les rudiments, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se comporter comme de bons enfants chrétiens, pour pouvoir porter aussi le message à leurs petits camarades dans leurs différents milieux de vie.
Ce moment consacre l'envoi en mission des enfants, soutenus par leurs familles respectives et toute l'Église. La prise de foulard est un engagement solennel devant leurs formateurs, les responsables ecclésiastiques et toute la communauté de la paroisse Saint-Marc à évangéliser dans l'amour de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On peut éduquer nos enfants en s'amusant, tout en mettant Christ devant, tout en inculquant certaines valeurs, à travailler bien, être propre, être bien éduqué. Mais tout ça se fait dans la foi chrétienne. Ce mouvement CVAV de la paroisse Saint-Marc de Trois-Rouges existe depuis 1984 sous l'aumônerie du frère Raymond Taillé et est placé sous la tutelle du diocèse de Yopougon. Séguéla, dans le nord de la Côte d'Ivoire, inaugure sa toute nouvelle mosquée. Architecture moderne bâtie sur une superficie de 350 mètres carrés et d'une capacité de 250 places. Elle a coûté 135 millions de francs CFA. Kwadjo Kwame. Séguéla Kakté Binaté se dresse fièrement la mosquée Médine. C'était le souhait des parents d'avoir une mosquée dans leur quartier. L'édifice religieux est une architecture moderne bâtie sur une superficie de 350 mètres carrés, d'une capacité de 250 places, d'une cour intérieure pour la cérémonie, de 2 terrasses équipées de toilettes modernes, d'une clôture, du bureau de l'imam, d'un coût de 135 millions de francs CFA. Au nom de la famille Binaté, Sori Ibrahim a rendu hommage à tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce lieu de culte par des dons ou des prières. Pour le rayonnement spirituel de l'islam et l'éducation à la bonne pratique religieuse, à la paix et à la cohésion sociale, l'orateur a demandé à ceux qui fréquenteront ce lieu d'en prendre grand soin. Le donateur est heureux d'avoir réalisé un vœu cher à ses ascendants. Chaque fois, c'était ma prière. Et Dieu merci, on a pu faire la mosquée pour la famille Binaté, sans problème. Et ça n'arrive pas souvent. El Hadj Boubacar Bakayoko, grand imam de Séguéla, a fait des prières pour la famille Binaté, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le président de la République. Enfin, le préfet de Séguéla a mis en mission l'ensemble des imams de la localité afin que cessent les parades avec des engins à 2 roues à l'occasion des mariages avec à la clé des pertes en vie humaine. Je pense que nous allons continuer de travailler dans le cadre du comité civilo-militaire pour mettre totalement fin à cette pratique. Les participants à cette rencontre religieuse sont venus de Mankono, Sifi et Séguéla, une rencontre qui se situe dans le cadre des retrouvailles annuelles de la famille Binaté. Hors de nos frontières, 45 ressortissants français ont atterri à l'aéroport Charles de Gaulle cet après-midi. Ils ont été évacués de Kaboul. Un accompagnement médico-psychologique et matériel est proposé aux ressortissants civils évacués, ainsi que des procédures accélérées pour délivrer des visas aux non-nationaux après les vérifications nécessaires et dans un objectif de garantie de la sécurité intérieure, selon un communiqué du gouvernement français. Les Afghans qui souhaiteraient demeurer à long terme sur le territoire national seront accompagnés dans leur demande d'asile et ils pourront recevoir tout le secours de la France. Et puis, en sport, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN a eu lieu ce mardi au Cameroun, pays hôte de la compétition. Les éléphants footballeurs connaissent leurs adversaires de la CAN. Il s'agit de l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Jean-Sylvain Esso. Ce sont les anciennes gloires du continent, Rabat Madjer, Didier Drogba, Samuel Eto'o et Asamoah Gyan, qui ont décidé du sort des 24 nations qualifiées pour la CAN de football qui se tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. La Côte d'Ivoire a hérité de la poule E où elle affrontera l'Algérie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Pays hôte et quintuple vainqueur du trophée, le Cameroun évoluera dans la poule A en compagnie du Burkina Faso, de l'Éthiopie et du Cap-Vert. La poule B comprend le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. La poule C est composée du Maroc, du Ghana, des Comores et du Gabon. Le Nigeria et l'Égypte sont les favoris de la poule D. La Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie sont les équipes de la poule F. Le match d'ouverture opposera le Cameroun et le Burkina Faso.
Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Tout juste après ce journal, le débat politique consacré ce soir à la situation actuelle au sein du Front populaire ivoirien FPI. Fatim Djedje et ses invités, analystes politiques et journalistes, nous proposent donc un bilan de ce parti politique, son histoire et ses perspectives. Bonsoir à tous.